Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% insolent, 100% indépendant, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous les amis car on va faire un gros podcast. On va analyser cette phase allée de Ligue des Champions nouvelle formule. Je vais vous dire ce que j'en pense, vous allez aussi me dire ce que vous en pensez. Et on va s'aventurer à faire des pronostics pour les 16e de finale, cette formule de barrage inédite, qui est en fait le vrai premier tour à élimination de cette nouvelle formule. Donc on va parler des grosses surprises qu'il y a eu, des gros clubs étrangers, bien évidemment des clubs français. Et avant toute chose, abonne-toi mon gars, c'est très important pour moi, active la cloche. Et ensemble, on va avoir plus d'abonnés que Ronaldo et Taylor Swift. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous remercie et je compte sur vous. Voilà, si tu cherches un podcast de foot un peu décalé, indépendant, que tu en as marre des analyses yaourt nature 0%, tu es sur la bonne chaîne YouTube. C'est parti. Alors je vais commencer par quelques considérations d'ordre général. Ce que je voulais dire sur cette année, sur cette phase à aller sur cette nouvelle formule, c'est que moi j'ai beaucoup aimé cette formule. Je l'avais déjà dit il y a plusieurs mois dans une vidéo. C'est une formule plaisante. On voit des affiches inédites, on voit tout de suite des gros contre des gros contre des petits, des moyens contre des gros, etc. On a des super affiches pour les petits et les supporters, avec des matchs historiques, des matchs inédits. Il y a énormément de buts, comme vous pouvez le voir ici sur la stat du site de l'UEFA. 3,26 buts en moyenne par match. C'est le record depuis 2019. Donc il y a eu du spectacle, il y a eu des buts. C'est toujours bien, au moins on s'embête pas. On a vu des matchs assez spectaculaires. Des buts dans les dernières minutes, des retournements de situation, des buts dans les arrêts de jeu, des super bons matchs en termes d'intensité, de spectacle et de qualité de jeu. Je pense au PSG Manchester City, au Barcelone Atalanta, Barcelone Benfica, Lille Feyenoord, Atalanta Real aussi. Beaucoup de buts et de spectacles avec les équipes allemandes comme Leverkusen, Dortmund, le Bayern. Aussi les matchs incroyables de Liverpool. Donc moi j'ai bien aimé cette nouvelle phase aller, même si oui, il y avait 2 matchs en plus. Au final, elle permet à plus d'équipes de se qualifier et le multiplex de la dernière journée, même si c'était assez compliqué à suivre, était assez fou au niveau de l'ascenseur émotionnel, avec des changements de score, des buts dans tous les sens, plein de paramètres analysés pour savoir qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Bon, c'était pas évident à suivre, mais au final, moi j'ai vraiment apprécié cette formule, elle m'a vraiment procuré pas mal d'émotions. Et je vais parler des équipes qui m'ont quand même déçu. Au final, je suis désolé, je suis quand même déçu de certaines locomotives. Le Real Madrid m'a déçu, City m'a déçu, le PSG m'a quand même déçu. Si on regarde les classements, c'est des équipes qui sont censées faire top 8, faire mieux. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va en parler après sur les pronostics, mais bon. La Juve m'a aussi déçu. Lille et Brest, super. J'avais déjà parlé du LOSC, une équipe parfaitement cohérente. On se rend compte que Genesio, c'est un entraîneur qui est là pour travailler sur le long terme, qui arrive parfaitement à intégrer ses jeunes avec un super turnover. Le Bayern aussi qui ne s'est pas qualifié, qui est barragiste. Donc quelques petites déceptions, ça c'était les déceptions. Et il y a aussi une équipe que j'ai vraiment été étonné de leur classement, qui doit être avant-dernière je pense, c'est Leipzig. Par rapport au projet qu'elle porte et à son passé européen, c'est une équipe qui a souvent fait des 8e de finale de Ligue des Champions, qui est bien classée en Bundesliga. Et là, ils ont été vraiment, je les ai trouvés naïfs, faibles. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien dans cette équipe. Je les ai trouvés pas concernés. C'est paradoxal parce que c'est une équipe qui marche bien en championnat, qui a un vrai projet, un vrai investisseur avec une identité marquée. Donc voilà, ça c'était le petit point général que je voulais dire. Alors attention, on s'enflamme aussi là en France, on dit ouais, il y a 4 équipes qualifiées. T'es qualifié, non. Pour l'instant, pour les 8e, il n'y a qu'une seule équipe française qualifiée, c'est le LOSC. Les autres, ils ont un tour de barrage, c'est comme un 16e, c'est la formule inédite. Monaco-Benfica, par exemple, c'est très loin d'être fait. Hein. Donc en fait, le vrai deuxième tour, il commence à partir des 8e. Donc c'est pour ça que normalement, ce 16e n'existe pas vraiment. Donc là, c'est un nouveau tour à barrage, mais c'est bien. Il y a de l'enjeu, c'est un tour à élimination directe, donc c'est du suspense. Donc je pense tout de suite qu'on va avoir des éliminés tout de suite. Donc je trouve que c'est intéressant. Justement, on va regarder ces 8 barrages et je vais vous donner mes pronostics. C'est parti. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, mon gars, si le podcast te plaît. Alors, premier match qui va nous intéresser, on va commencer par un club français. On a une confrontation alléchante entre le Benfica Lisbonne et Monaco. 2 équipes qui se connaissent bien puisqu'elles se sont affrontées en phase de poule. Monaco avait perdu 3-2 dans des circonstances rocambolesques puisqu'ils avaient pris un carton rouge. Monaco prend beaucoup de cartons et fait des fois des fautes
Des erreurs de jeunesse. Monaco, c'est une équipe qui a les défauts de ses qualités. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en prend beaucoup. Un peu comme le Benfica, ces deux équipes se ressemblent un peu. Ils font parfois des fautes naïves, un peu grossières en Champions League. Je pense à Singo, à Kerrer. Soyez concentrés, messieurs. Là, vous avez un cap à passer pour redorer le blason de Monaco en Ligue des Champions. C'est important. Donc, deux équipes spectaculaires. Attention au Benfica avec Pavlidis, avec Di Maria. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en prend aussi beaucoup, qui a une défense pas toujours sereine des fois. Je pense aussi leur marquage des fois sur ballon aérien, sur corner, qui est parfois défaillant. Ça, une confrontation qui me paraît assez équilibrée en vrai. C'est deux beaux outsiders, c'est deux équipes plaisantes à voir jouer, qui ont des bons jeunes joueurs techniques. Ce qui me fait un peu peur pour Monaco dans l'histoire récente de Monaco, c'est qu'à chaque fois que Monaco a eu à passer un tour en Coupe d'Europe, je pense au tour préliminaire il y a quelques années contre le PSV et le Shakhtar, Monaco n'a pas réussi, Monaco a perdu. Donc là, on a une bonne occasion de savoir si Monaco a progressé dans les ambitions, a progressé, a arrivé à franchir cette petite marche, aussi dans l'agressivité. Parce que Monaco, c'est une équipe technique avec Golovin, avec Akliouche, Ben Seguir, Caio Henrique. C'est des beaux joueurs, mais des fois dans la dimension physique, à part Singo qui est un monstre, qui est très costaud, des fois on a l'impression qu'ils n'aiment pas trop aller au combat. À part Zakaria et Singo, en termes d'intensité, des fois Golovin, on sent que ça n'aime pas trop la bagarre, hein. Donc là, va falloir y aller, mais sans prendre de rouge non plus. Donc ça, c'est Hutter qui va devoir faire le travail, gérer l'agressivité de ses joueurs. Il va falloir être concentré parce que cette équipe du Benfica, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a battu l'Atlético, qui en a mis 4 au Barça. Toujours attention à Di Maria aussi, les deux joueurs turcs, l'ailier turc qui est bon, je ne sais plus son nom. Donc c'est une équipe du Benfica qui est toujours présente. La filière turque marche bien, un bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, encore avec Di Maria et Otamendi. C'est une équipe assez jeune aussi globalement, c'est une équipe équilibrée. Ça sera un match équilibré, on l'a vu en phase de poule. Je pense que Monaco, s'il n'y avait pas le rouge... S'il n'y a pas le rouge et qu'ils ne paniquent pas les 20 dernières minutes, ils peuvent gagner. Donc Monaco a clairement une chance de passer. En pronostic, je vais dire du 50-50, mais je vais dire, allez, honnêtement, 55-45, 60-40 pour Monaco. Si tu prends pas de rouge, que tu es réaliste, que tu as un bon Zakaria, un bon Diarra au milieu de terrain, que Mbolo ne vendange pas, Monaco peut faire quelque chose. Voilà, il faudra qu'ils gèrent leur agressivité, qu'ils prennent pas de rouge et qu'ils soient réalistes. Je donnerais quand même un petit avantage à Monaco sur cette double confrontation. Mais il faut faire attention parce qu'il faut respecter les clubs portugais. On a toujours tendance à les sous-estimer en France, mais ça peut être vraiment le moment pour l'ASM de passer un cap et de faire un 8e dans cette Ligue des Champions nouvelle formule. Ça serait vraiment cool pour eux. Nous allons continuer nos pronostics avec les clubs français. Comme je disais en introduction, ce PSG-Brest, c'est à la fois bien et c'est à la fois pas bien. C'est bien parce que tu es sûr d'avoir une deuxième équipe en 8e. Et je suis un peu déçu pour Brest qui aurait aimé affronter un adversaire d'un autre pays. Ça, c'est tout à fait... ça se comprend tout à fait. Bon, le problème des Brest-PSG, des PSG-Brest, c'est qu'on en a vu énormément en championnat et à la fin, c'est toujours le PSG qui gagne. Donc je vois pas pourquoi ça va pas se répéter en Champions League. Qu'on soit clair, Brest fait un parcours exceptionnel avec un budget de 50 millions d'euros. Je pense que c'est du jamais vu. Ils ont un bon niveau de jeu, ils ont un beau fond de jeu, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Ils ont des beaux joueurs. Mais je pense que le PSG a un meilleur effectif, a plus d'expérience, a la force de l'habitude, a un Dembélé en forme, un Ramos en forme qui revient bien. Le PSG bat Brest à chaque fois en championnat. Bon, Brest n'est jamais ridicule. Le PSG est juste plus fort, je pense, en termes d'expérience, en termes de talent. Après, t'es jamais à l'abri que Brest va marquer un but. Brest va marquer, je pense qu'ils ont la capacité à sublimer en Champions League avec York et Magnetti, Doumbia. C'est des beaux joueurs, ils ont un bon gardien aussi, Bizot. Mais bon, je vois pas Brest battre le PSG, surtout dans la dynamique actuelle du PSG qui marque beaucoup de buts en ce moment. Le PSG est vraiment favori. Donc là, il n'y a pas de mystère. Je pense le PSG a certainement un avantage psychologique sur Brest, de fait de les battre régulièrement. Mais Brest ne va pas arriver là en victime. Il faudra que Brest joue crânement sa chance pour ouvrir le score et essayer de leur rentrer dedans. Imposer un duel physique avec tes joueurs costauds. À York, il va falloir qu'il aille au combat, mais ça, il le fait, il n'y a pas de souci. Il va falloir leur rentrer dedans au PSG, mais le PSG est largement favori pour moi quand même. Sur cette rencontre, je mets le PSG...
Ouais, 80-20 pour le PSG, là. Je vois pas de, je vois pas d'autre issue possible sur cette confrontation. Troisième match qui nous intéresse ici, un classique d'Europe, le fameux Manchester City-Real Madrid. Là, pour le coup, il y a vraiment un gros qui va tomber. Il y a un gros qui va être éliminé avant les huitièmes. Ça n'est pas arrivé depuis pour le Real et City, je ne sais pas, mais je pense au moins 10-12 ans. Ça fait très longtemps. On a deux bêtes blessées, mais j'ai envie de te dire qu'il y en a une qui est plus blessée que l'autre. Le Real va mieux. Le Real a retrouvé un Mbappé, qui a retrouvé de la fraîcheur physique, qui a retrouvé des jambes. On a des milieux de terrain qui vont un peu mieux avec Ceballos et Bellingham. On a un Bellingham qui porte le Real quand il joue plein axe. Pour moi, c'est sa meilleure position. Ils ont encore des blessés, mais on va dire que cette équipe du Real est dans un moins mauvais état que Manchester City. J'ai fait l'analyse de City PSG. Regarde si tu l'as pas vu. Je vais pas la refaire. J'avais dit que c'était une équipe en fin de cycle avec plein de blessés, un milieu de terrain vieillissant, qu'Haaland n'avait pas assez pourvoyeur de ballon, que la défense était affaiblie, qu'Akanji n'était pas bien. Donc là, la presse espagnole l'a dit, ce Real devrait logiquement battre City. Il y a plus de talent devant, il y a plus de talent sur les côtés avec tout de même Vinicius et Rodrigo. Les frappes de loin de Valverde, je pense que le Real va mieux, le Real a plus d'armes. Ils sont tout de même leaders de Liga. C'est pas encore le grand Real. Hein. Ils ont pris quand même une déculottée par le Barça. Ils ont perdu aussi des matchs en Ligue des Champions. Mais ce Real me paraît mieux armé parce que ce City prend énormément de buts. Il n'y a pas la fluidité habituelle. Haaland est moins réaliste qu'avant. Je vois le Real passer. Je pense que City va peut-être un peu élever son niveau de jeu à cause du prestige. Tout ça, mais bon, avec un De Bruyne, avec un Gundogan fatigué comme ça, Foden aussi qui est pas très bon, je vois pas, le milieu de terrain ça reste ton cœur, hein. Guardiola, c'est le cerveau il est là, hein. Rodri n'est pas là, je l'ai déjà dit ça. Voilà, le Real, t'as même un Diaz, t'as même un Arda Güler qui peut te faire un exploit, quoi. Une frappe de loin de Valverde. Ce Real me paraît quand même plus fort, me paraît mieux armé malgré les blessés qu'ils ont aussi encore, hein, Caraval, Militao. Je ne sais pas s'il sera rétabli, Militao d'ailleurs, mettez-moi-le en commentaire si vous avez des infos, les suiveurs du Real. City a des nouvelles recrues jeunes, Marmouche, tout ça, mais ils ne sont pas encore acclimatés, ils sont encore très jeunes. City prend vraiment trop de buts, des fois des buts naïfs. Akanji, il est à la charrette totale, ils en ont pris 5 par Arsenal, ils en ont pris 4 contre Chelsea, ils en ont pris 4 contre le PSG. Ça me paraît trop compliqué pour City. Peut-être que s'ils avaient eu un autre adversaire, j'aurais dit ok, la City sur un match, ils peuvent combattre à armes égales, mais là, non, je vois le Real quand même plus fort. Donc ce qui va être intéressant à suivre, une des petites clés du match, parce que j'aime bien ça, j'aime bien comparer un peu les attaquants. On a deux joueurs au profil différent, on a un peu le duel Mbappé-Haaland, donc ça c'est tout de même intéressant à suivre. Deux joueurs qui n'ont pas du tout le même style de jeu, hein. Mais bon voilà, je vois le Real passer 70-30 pour le Real. Même peut-être un peu plus sans souci, ouais, 70-30. Pour moi le Real sera en huitième. Ouais. Alors, n'oublie pas de t'abonner, mon gars, si le podcast te plaît, si tu es d'accord avec moi, ou même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux le marquer dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Quatrième match qui nous intéresse ici, je vais être assez bref sur celui-là, c'est le Decathlon-Ico. C'est dur à dire, je me suis entraîné. Donc, barrage entre l'Atalanta et Bruges. Je pense que la DA est nettement au-dessus. L'Atalanta qui a fait jeu Real avec le Real pendant plus d'une heure, qui a quand même des références sur la scène européenne, qui a un effectif de meilleure qualité, qui a un milieu de terrain incroyable avec Pasalic, Ederson devant Decathlon, Dedi Lookman, et même défense, c'est costaud avec Yen, Jim City, Decathlon. Je pense que cette équipe de Bruges, elle s'est qualifiée in extremis déjà en tant que 24e devant Zagreb. C'est déjà passé ric-rac. L'Atalanta, il leur manquait un point pour être dans le top 8. C'est plus expérimenté, ça joue mieux, c'est plus intense, c'est plus technique, c'est plus offensif. Je pense que Bruges va prendre une déculottée. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes pour moi. Sans être méchant envers Bruges, voilà, on va pas y passer la nuit. Je pense que l'Atalanta est au-dessus, hein. Si l'Atalanta ouvre le score après sur leur niveau d'intensité, je pense que Bruges ne peut pas rivaliser avec cette équipe de l'Atalanta. Là, il n'y a pas de
J'ai rien d'autre à ajouter. Surtout qu'Ederson est vraiment incroyable cette saison. Franchement, Ederson, Pasalic, De Ketelaere, c'est un triangle magique. C'est beau à voir regarder. Ça met des frappes de loin, ça se projette, c'est technique, ça combine court, ça combine long. Lookman, il bouge. C'est très dur de défendre contre eux. Et puis en contre-pressing, ils sont aussi bons. Plus Calvini est en train de revenir, je crois. Bon, bref. 80-20 pour l'Atalanta, ouais, sans souci. Alors, Dortmund Sporting. Assez compliqué de pronostiquer celui-là parce que Sporting marchait bien en début de saison avec Amorim. Il est parti, c'est un peu compliqué. Dortmund aussi a encore changé d'entraîneur avec la nomination de Kovacs. Ils sont à la peine en championnat. Je ne sais pas si Dortmund est plus fort que le Sporting, vraiment. Le principal danger du Sporting, c'est bien évidemment Gyökeres. Le Sporting, c'est quand même leader du championnat devant le Benfica et Porto. Il y a plutôt une belle dynamique. En Champions League, c'est plus compliqué. Ils ont battu Lille le premier match. Bon, Lille n'était peut-être pas encore rodé. Ouais, je sais pas. Dortmund a quand même des joueurs aussi talentueux. Je pense à Guirassy, à Gittens, qui a été renommé là. Est-ce que c'est la crise totale en championnat ? Je sais pas trop quoi pronostiquer là-dessus. Honnêtement, c'est très compliqué. Dortmund, c'est pas Jojo en championnat. Je pensais que Dortmund était plus fort, mais en fait, j'ai regardé des résumés de matchs. Je me dis qu'il n'y a pas une classe d'écart entre les deux équipes. Dortmund, toujours en outsider, placé en Champions League. C'est pareil, comme je disais avant, les clubs portugais, il ne faut jamais les sous-estimer. C'est deux outsiders, c'est deux équipes que j'ai pas vraiment vu jouer. Je crois que le Sporting a battu City tout de même. Pour City, après tout le monde les bat un peu cette année, donc c'est pas non plus une référence. Ouais, dur à dire. Je mettrais peut-être Dortmund un peu devant, mais ouais, je sais pas. Là, vraiment, j'ai pas trop grand-chose à dire. Enfin, non. Ouais, je vais mettre Dortmund peut-être un peu plus de talent avec les jeunes joueurs, avec Reina, avec Gittens, avec Guirassy qui est en forme quand même, qui peut faire la 10 peut-être. Contre une équipe du Sporting, peut-être la marche un peu haute pour eux. Je sais pas, on va voir. Allez, je vais dire 55-45 pour Dortmund, mais sans grande conviction. Bayern Celtic, je pense que le Bayern est un cran au-dessus, même si ça risque d'être un peu compliqué en Écosse. Le Bayern a plus de talent avec Harry Kane devant. Musiala quand ça se met à jouer, si ça n'est dans un bon jour, je pense que le Bayern va faire la différence à l'Allianz Arena. Le Bayern chez eux généralement ils mettent beaucoup de buts et je pense que le Celtic va craquer malgré sa campagne européenne plutôt correcte. Je pense que le Bayern est quand même bien plus fort et ils vont passer sur ce match 80-20 pour le 90 même, allez 90-10 pour le Bayern. Notre match qui nous intéresse, ça aura peut-être plus de choses à dire, c'est le Juve PSG. Ça sent le match piège pour la Juventus. Pourquoi ? Parce que c'est toujours Peter Bosz qui est là. Il y a de la stabilité. Moi, je trouve que c'est un bon entraîneur. Champion des Pays-Bas en titre, ils sont premiers de leur championnat. C'est une équipe qui se balade en championnat. Ils sont loin d'être ridicules en Champions. C'est un jeune effectif talentueux. Ça joue bien, des belles sorties de balles. Schouten, De Jong, Tillman au milieu de terrain, ça joue bien. Ça travaille bien. C'est un très bel outsider. Le PSV. J'ai un peu peur pour cette équipe de la Juve. Alors cette équipe de la Juve, je l'ai vu jouer pas mal de fois en Champions et en championnat. J'avais fait une preview de leur début de saison. Bon, il y a la blessure de Bremer qu'il ne faut pas sous-estimer. Là, vous allez voir, j'ai plus de choses à dire. Il faut laisser du temps pour travailler à Thiago Motta. C'est déjà mieux que sous Allegri. On commence à avoir des principes de jeu. C'est une équipe qui fait énormément de matchs nuls. La Juve, c'est une équipe qui prend peu de buts. Mais c'est une équipe qui cherche à avoir le contrôle du ballon et à anticiper. Est-ce que cette équipe n'est pas trop cérébrale, à suranticiper, à vouloir surmaîtriser ? Tu perds un peu de spontanéité, tu perds un peu de folie, tu perds un peu de créativité. On a des joueurs qui ne sont pas toujours à leur poste parce que tu n'as qu'un seul neuf de métier. Tu as Vlahovic, enfin là il y a eu Kolo Muani. Donc des fois on a Nico Gonzalez qui joue en numéro 9. Bon, c'est pas son vrai poste. Vlahovic il doit se reposer, il est un peu fatigué, surtout que Milik est aussi blessé, donc Milik et Bremer blessés, c'est quand même dommage. Il y a peut-être une petite dépendance à Vlahovic. Le milieu de terrain, ça commence à être mieux, je trouve.
Kopp Miners, c'est un cran plus haut avec Thuram et McKennie derrière, ou Locatelli, c'est un peu mieux sur les côtés aussi avec Gonzalez, enfin quand il joue pas en neuf, avec Gonzalez ou Conceição sur les côtés. C'est mieux. Je pense que ça va être quand même serré ce match-là. La Juve me semble un peu favorite sur le papier, mais parce qu'elle a quand même une bonne défense au final. Donc ça va être une opposition assez intéressante entre une équipe super offensive, le PSV, et une équipe qui est plus dans la réflexion, dans le contrôle, la Juve. Donc attention, faut bien considérer les clubs hollandais, c'est comme les clubs portugais. On a tendance à penser en France qu'ils sont inférieurs à nous, alors la plupart du temps ils nous battent. Et ils ont un palmarès européen, une histoire de foot bien plus riche et bien plus grand que la nôtre qu'en France. Donc il faut les respecter. Maintenant, si tu es Thiago Motta, tu te dis, ok, là, il faut que je prouve, on doit passer un cap dans le jeu aussi, dans le réalisme. C'est pour ça que Thiago Motta a été recruté, pour qu'il y ait un peu de jeu et comment tu joues. On en est marre, les gens en avaient marre les tifosi en avaient marre du football préhistorique, du non-football même d'Allegri. Et la Juve a eu un peu de mal quand même en Champions League. Contre le dernier match qu'ils ont perdu contre le Benfica, ils ont été impuissants pendant 1 heure. Donc c'est un très gros test pour Thiago Motta. Là, il va falloir gagner de façon nette et avec la manière. Ça va pas être facile parce que cette équipe du PSV est loin d'être ridicule. Les équipes hollandaises marquent toujours des buts, ils attaquent toujours, c'est dans leur ADN. Donc compliqué, même si moi j'aime bien la Juve. Je suis franco-italien, c'est pas nouveau, je l'ai déjà dit dans les podcasts. L'histoire d'amour entre la Juve et les joueurs français, bien sûr, Platini, Zidane, Pogba. Voilà, ça me paraît assez équilibré. J'ai l'impression que ce match va beaucoup dépendre de si Vlahovic sera dans un grand jour ou non. Et si les joueurs de la Juve arrivent à se lâcher et si le milieu de terrain arrive à bien jouer plus vite, sans trop se prendre la tête, sans vouloir trop analyser, en étant un peu plus léger, en étant un peu plus créatif, en étant un peu plus spontané. C'est ça qui manque parfois à la Juve, de la spontanéité. Mais la Juve a quand même un bel arsenal. Tu peux avoir des frappes de loin à Kopp Miners, ils sont plutôt pas mauvais sur coup de pied arrêté. Vlahovic, c'est quand même un bon neuf. Sur les côtés, avec Gonzalez et Conceição, tu as quand même des joueurs qui peuvent faire la diff. Kefren Thuram a un gros volume de jeu, donc la Juve a quand même des armes à faire valoir. Mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe du PSV. Je vais dire 60-40 pour la Juve. Mais ça va être serré, ça va vraiment être un match intéressant. Et là, Thiago Motta va devoir prouver sa valeur sur ce match. Donc, affiche très intéressante à suivre. N'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît. Et le dernier match de ces barrages, de ces 16e de finale de Ligue des Champions, en quelque sorte, Milan AC, Feyenoord, 2 anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Alors ce Milan AC est assez irrégulier, ils ont changé d'entraîneur, il y a une fronde contre Fonseca. C'est une équipe qui a du mental parce qu'ils ont égalisé dans le derby de Milan. Maintenant, cette équipe est assez irrégulière. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ils ont fini la Champions avec 15 points, donc pas loin des 8 premiers. Une équipe assez performante en Ligue des Champions, qui a quand même des joueurs de classe. Un côté droit fort avec Leao et Hernandez. Des bons joueurs aussi au milieu de terrain avec Rejnider. Donc sur le papier, le Milan AC a l'air quand même d'avoir un effectif supérieur. Ils se font sortir du top 8 à pas grand chose. C'est une équipe aussi parfois friable. C'est une équipe qui, on l'a vu en Champions League, le dernier match contre Zagreb, là ils perdent. Bon, sur l'effectif, ça avait l'air d'être mieux que le Feyenoord, donc c'est assez dur à pronostiquer. Je pense que la fraîcheur physique va jouer beaucoup sur ce match, mais que le Milan va faire le taf en Champions League. En plus, le Feyenoord, ils ont vendu leur attaquant Jiménez au Milan. Le Milan, voilà. Si le Milan fait pas n'importe quoi, je pense qu'ils peuvent faire la diff parce qu'ils ont plus de qualité. Ils ont un gros potentiel offensif quand même. Avec Leao qui peut faire des différences. Chukwueze qui, quand il rentre aussi, fait mal. Pulisic aussi qui est quand même un super joueur. Rejnider, c'est vrai que le milieu de terrain de Milan est quand même assez impressionnant. Derrière, c'est plutôt costaud aussi. Avec Malik Thio aussi, qui est Théo Hernandez, et Maignan, qui est vraiment un excellent gardien. Donc l'effectif du Milan, elle est un peu mieux. Donc là, je mettrais quand même le Milan. Conceição a réussi va imposer son caractère, il va les briefer, vous inquiétez pas, il va bien gueuler quand il faut, lui, connaissant le loustic. Voilà, je pense que je parlais avant du PSV, je pense que le Feyenoord est moins fort que le PSV. Si vous suivez ce que je dis. Donc je pense que le Milan AC
devrait passer. Voilà, c'était un podcast assez long. J'espère que j'ai été assez complet. J'ai assez bossé le truc. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt les amis. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous. Bye.